pour la Noël, je me suis un peu triste. Parce que je n'ai jamais fêté une fête de Noël comme ça. Je fête avec la joie, mais cette année, vraiment, c'est un peu triste. Rien ne marche pas, nous sommes bons. Avant, on trouvait de l'argent pour faire des bêtises, mais actuellement, maintenant, il faut qu'on se ressaisit un peu. Deuxièmement, comme j'avais un deuil sur moi, c'est ça qui m'a fait que, bon, pour aller même à l'église, je n'ai même pas été à l'église, je me suis resté à la maison. La fête de Noël s'est bien passée, en dehors de quelques cadeaux que nous avions, que j'ai offert à mes enfants et sur mes exigences vis-à-vis des parents aussi. Bon, je crois que l'essentiel est fait et que la fête sera belle. Bon, pour la nouvelle, je prie tellement à Dieu Tout-Puissant, pour qu'il me garde. Si je trouve l'année, le 31, 0, ça me fait beaucoup de plaisir. Parce qu'il y a d'autres, des gens, qui ont dit maintenant qu'ils vont fêter, ils n'ont pas. Moi, je n'ai pas senti la morosité économique, hein, puisque quand tu es homme, il faut se débrouiller, il faut tout faire pour avoir les moyens nécessaires. On ne peut pas chaque fois pêcher dans le même marigot. Si tu vois que le poisson est en cours de rupture, il faut aller ailleurs. Mais dans les bonnes voies aussi. Je n'encourage pas à aller faire les jeux de corruption, mais en tant qu'homme, il faut être un peu polyvalent. Ce 8e discours du chef de l'État sur l'état de la nation, je l'ai suivi un peu à la radio. Et le chef de l'État a parlé de sécurité. Sur le plan sécuritaire, c'est vrai, il y a des efforts qui sont faits. Mais ça là encore, il y a des défis qui restent à relever. Parce que sur le plan sécuritaire, ce n'est pas encore ça. Sur le plan de la digitalisation, ça là, les efforts sont faits. Parce qu'en un clic, sur tout le territoire national, parce qu'il y a au moins 235 services disponibles 24 heures sur 24 heures et 7 vues sur 7 sur ce plan. Donc tout le monde peut utiliser dans toutes les communes. Et cela, c'est des acquis. Maintenant, le chef de l'État devait dire comment se portent les Béninois. Je pense que ce point, nous, on n'est pas satisfait. Oh, vraiment, mes impressions, très satisfait. Parce qu'il a touché du doigt les réalités. Et ce qu'on attendait de ce pays, il a touché du doigt, il a réalisé des choses que nous voyons, que nous touchons du doigt, des trucs concrets. Vous avez vu tout ce qu'il a dit, ça se constate sur le terrain, ça se voit. Et aujourd'hui, le Bénin est vu comme un pays en voie de développement partout dans le monde. Le Bénin est apprécié autrement dans le monde. Vraiment, moi je suis satisfait du discours du président, du chef de l'État. Moi, ce qui m'a fait beaucoup plaisir sur ce gouvernement, c'est, disons, il a beaucoup travaillé sur les réseaux routiers. Dans les bons, par-ci, par-là, on a vu des ouvrages. En tout cas, il a travaillé sur ce secteur. Et aussi, il a travaillé un peu sur le plan sécuritaire. Il y a aussi des réformes. Beaucoup de papiers sont aujourd'hui en ligne. Quand vous êtes à la maison, vous pouvez faire les choses en ligne. Aujourd'hui, maintenant aussi, la SBE, il y a les compteurs que vous voyez maintenant que de votre maison, vous pouvez charger votre compte de la SBE. Mais également, ce que nous on dit toujours, tant qu'il reste à faire, encore on dit que rien n'est encore fait. Vous voyez, comment appelle-t-on, la voie, il y a ces voies, la voie, comment l'appelle-t-on, de l'hôpital des zones. L'hôpital a été déjà construit, la voie est en train d'être refaite. Vous voyez la voie de Pota aujourd'hui, qu'on est en train de reprendre, que Eboafa a fait du gâchis, a fait du désastre, cette voie est en train d'être reprendre aujourd'hui. Vous rentrez dans Védecor, vous voyez, c'est une cité aujourd'hui, c'est un bas-fond. Mais aujourd'hui, quand vous rentrez, c'est du pavé. Aujourd'hui, c'est des réalités. Les gens ont circulé aujourd'hui
paisiblement, on circule à l'aise. C'est la réalisation qu'on attendait depuis qu'aujourd'hui, qui s'est réalisé aujourd'hui, c'est du concret aujourd'hui, on voit ça, on passe là-dessus. Vraiment, moi, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Presque dans tous les 12 départements, il y a des trucs qui se font. Du concret, on voit, c'est qu'on voit le concret, on touche même, et c'est des trucs bien faits. Donc vraiment, il n'y a pas, c'est pas du bavardage, c'est du concret. Tout le monde ne fait que rire. C'est-à-dire que quand vous allez là-bas, vous allez voir des milliers de femmes. D'abord, c'est les femmes qui sont nombreuses aujourd'hui, plus que les hommes là-bas. Moi, je vais là-bas tout le temps. Et les hommes aussi. Ce qui veut dire que ça ne va pas dans le pays. C'est les filles, les dames et consorts qui sont là, qui font le travail de soja à Kadjou, par-ci, par-là. Ils font déjà l'huile de soja sur le terrain. Donc, sur ce point, il faut remercier le chef de l'État. Au moins, l'emploi sur ce domaine, c'est bon. Nous n'allons que lui applaudir. On va l'applaudir. Sur l'affaire de GTIZ, on va l'applaudir très très ferme. Mais il nous faut davantage et penser au moins 45% dans le social et le reste n'a qu'à aller dans les infrastructures, le développement des hôpitaux. Mais le social, il n'a qu'à penser, il n'a qu'à voir dans quelle mesure on va améliorer ce social pour que le peuple béninois puisse se sentir vraiment à l'aise. Sinon, en général, tout est aux normes. Tous les pays ont une idée très claire des voies par lesquelles on quitte le territoire pour aller dans un autre territoire, même s'il y a libre-échange entre les pays. Les gens au Bénin, chacun se lève et ouvre la voie qu'il veut. Non, il y a des centaines de milliers de voies qui relient le Bénin avec le Togo, le Nigeria. Heureusement, au Niger, il y a le fleuve, le Burkina. Il y a des milliers de voies, de sorte que rien ne tient. Alors, nous avons dit qu'il faut fermer ces voies-là et avoir les voies dédiées. Entre le Bénin et le Togo, s'il faut 10 voies dédiées, s'il faut 20, s'il faut 50 voies dédiées, nous discutons avec les maires, les responsables à divers niveaux pour dire, dans cette localité, quelles sont les voies qu'on va dédier à la circulation entre le Togo et le Bénin. Nous avons choisi, et avec les élus locaux, les voies qui doivent être dédiées aux échanges entre le Bénin et le Togo, bientôt le Bénin Nigeria, le Bénin le Burkina. Et le reste, qui ne sont pas donc recensés comme voies dédiées, il faut les fermer. Donc nous cherchons les moyens de bord que nous avons pour fermer ces voies qui ne sont pas reconnues comme étant voies officielles de circulation entre le Bénin et les pays voisins. C'est tout ce qui est en train d'être fait. Et on dit que... mais moi je vous ai dit tout à l'heure une chose. Le Bénin ne sera plus un pays de démocratie Nescafé. Ce ne sera plus un pays de pagaille. C'est parce que nous avons laissé prospérer ce genre de choses que Yaïboun même dénonçait à l'époque, démocratie, Nescafé, d'anarchie, qu'aujourd'hui, le fait de dire c'est de l'anarchie, on ne peut pas continuer, on dit ah non, pourquoi non, ces démocrates d'ailleurs, qui se font le défenseur du retour à l'anarchie, il ne peut pas formellement nous dire que laisser n'importe qui ouvrir n'importe quelle voie entre le Bénin et le Togo. Il ne peut pas le dire. S'il dit ça, alors ils seront disqualifiés même pour être députés, disqualifiés pour être maire, disqualifiés même pour aspirer à la fonction du président de la République. Vous savez, quand le Nigeria a fermé les frontières avec le Bénin, vous savez ce qui a été à la base? Ce sont des Béninois, des responsables politiques, des nostalgiques du passé et mécontents de l'ordre et du développement qui s'opère au Bénin, qui, avec des personnalités de tous ordres extérieurs, qui sont allés dire aux autorités nigérianes que le régime du Bénin est devenu un danger pour le Nigeria. Le Nigeria n'a pas fermé les frontières pour une cause nouvelle de dysfonctionnement de nos relations ou bien de crise entre nos deux peuples ou de crise entre les autorités policières, douanières ou autres, pas du tout. C'est parce que des gens sont allés intoxiquer l'ancien président Buhari pour lui dire si vous fermez les frontières, en 3 mois, le régime Talon va tomber. Et on lui a dit, voilà, ce régime du Bénin fait la promotion de la corruption,
de la contrebande, de ceci, de cela. Les gens disent ça sur leur propre pays. Juste parce qu'ils veulent faire tomber un régime. Le président Buhari m'a exprimé ses regrets. Disant, il ne m'a pas donné de détails, parce que c'est un homme responsable. Je n'ai pas de détails, mais il m'a dit, ce qui s'est passé, c'est regrettable, mais vous-même, vous ne communiquez pas assez, et vous êtes trop timoré dans les accusations qu'on vous porte et vous laissez faire. Les choses ont commencé à s'améliorer entre nous quand le président Buhari a passé la main. Et celui-ci, dans la nouvelle dynamique, a exprimé au Bénin sa volonté de bâtir quelque chose de durable en matière de relations. Et les discussions qui sont en cours aujourd'hui avec le Nigeria sont de nature à créer une intégration réelle entre nos deux pays. Nous sommes deux pays voisins, nous partageons la même culture, du sud jusqu'au nord, et nous sommes dans la CEDEAO. La CEDEAO promeut l'intégration régionale effective et le Bénin et le Nigeria, je crois, nous vont être les pionniers de l'intégration réelle. Et c'est pour ça que les discussions qui sont en cours vont nous amener à opérer la réalité de la libre circulation des personnes et des biens très bientôt. Et cela va se faire. Ce que les policiers font pour les contrôles des pièces, ce n'est pas mal. Si on fait ça de temps en temps, on déteste les motos volées. Là, c'est normal. Mais de la manière qu'ils contrôlent les pièces, c'est ça qui gêne la population par rapport à ces opérations. Des fois, si c'est au carrefour qui ne commence pas à fermer les motos en disant que toi, les pièces et autres là, c'est ça qui perturbe un peu la population. Et voilà que les voies ne sont pas praticables. De la manière que les gens constatent que les policiers sont au niveau des contrôles, la population veut fuir pour s'échapper. Là, il crée beaucoup d'accidents. Si prochainement, il devait lancer, si quelqu'un veut sortir avec sa pièce, là, d'accord, la population peut savoir que voilà, ces temps-ci, il y a contrôle des pièces, des motos. Là, ça peut avancer par rapport pour ne pas créer effectivement des accidents au niveau de la population. Je vois que l'opération se fait avec fureur, en temps normal, pour une autorité digne de nom. Si un policier arrête une moto, bonsoir monsieur, présentez-nous vos papiers. Je veux les papiers de la moto. Aujourd'hui, la police ne demande plus rien. J'ai fait le constat plusieurs fois. La moto peut avoir une plaque. Tu as casque sur ta tête. On ne demande plus rien. On arrache seulement la moto. Et on fait appel aux chauffeurs gros porteurs de venir ramasser. Sans rien dire. Je vois des papiers en main. C'est pas bien. Nous sommes dans un pays de droit. En temps normal, si un policier arrête un individu sur sa moto, ok, présentez-nous les pièces. Ils sont ces pièces, il n'a pas ces pièces. Là, on met la moto à l'écart. Mais aujourd'hui, on ne demande plus rien. Tous nos commissariats sont remplis. Rien que des motos immatriculées. Immatriculées. Ils vont te créer quelque chose. On va te dire d'aller payer 20 000 francs au trésor. Et arriver maintenant, ils vont te compter l'argent de fourrière. Mais ce n'est pas bien. On n'a rien dans le pays. Nous souffrons. Nous souffrons. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que c'est ça là qui va remplir, les trous qu'ils ont déjà creusés depuis 7 ans, depuis 8 ans? Mais non. C'est difficilement que le Béninois consomme aujourd'hui 2 fois par jour, difficilement. Et on arrête les motos anarchiquement. C'est pas bien. Sinon, à moi personnellement, j'ai pas du tout aimé. Demandez à la personne. Ah mais monsieur, votre moto n'est pas immatriculée. Beaucoup ont commandé des plaques et ils n'ont pas encore eu.
ils ont les papiers en main, on ne voit plus rien. On fait appel seulement pour ramasser des motos. Nos commissariats sont remplis. Et c'est un moyen roulant pour un individu. Beaucoup quittent Porto-Novo pour venir à Cotonou pour leurs opérations. d'Alada, d'Abomey, de Ouida. Non. Le deuil et la colère au Nigeria suite à l'attaque par des groupes armés d'une vingtaine de villages. Les assaillants ont tué plus de 160 villageois, incendiant de nombreuses maisons entre samedi soir et lundi matin. 113 corps ont été retrouvés dans la circonscription de Bokos, auquel s'ajoutent au moins 50 personnes tuées dans 4 villages de la circonscription voisine de Barkin-Ladi. Il est triste de constater qu'au cours des 2 derniers jours, nous avons perdu des innocents à la suite d'attaques incessantes dans certaines zones des gouvernements locaux de Mango et de Bokos. Les renseignements dont je dispose font état d'au moins 50 morts. Permettez-moi de dire que trop, c'est trop. Nous ne pouvons plus tolérer ces attaques insensées, stupides et injustifiées. C'est tout à fait inacceptable. Le gouverneur a également critiqué la stratégie des agences de sécurité qu'il a qualifiée de purement défensive, plutôt que la mise en place de mesures préventives qui auraient pu éviter de telles attaques. De son côté, le commandant de l'armée nigériane, Abdussalam Aboubakar, traque les coupables. Nous ne serons pas tranquilles tant que nous n'aurons pas traduit en justice les coupables de ces actes ignobles. Nous allons immédiatement mener des enquêtes en collaboration avec d'autres agences de sécurité. Les populations des régions du nord-ouest et du centre du Nigeria vivent dans la terreur des attaques des groupes djihadistes et des bandes criminelles qui pillent les villages et tuent ou enlèvent leurs habitants. Ousmane Sonko déterminé à se lancer dans la course à la magistrature suprême de son pays. La candidature de l'opposant sénégalais pour l'élection de février 2024 a été déposée auprès du Conseil constitutionnel. C'est la cellule de communication de son parti qui a annoncé l'information mardi. Ousmane Sonko fait ainsi fi de son bras de fer avec l'État qui dure depuis au moins 2 ans. Signe de cette crise, le refus de la Direction générale des élections de délivrer à l'opposant tous les documents nécessaires dans les fiches de parrainage. Mais ses partisans font désormais confiance à la justice face à un État cherchant, selon eux, à écarter un adversaire potentiel du scrutin. Condamné en juin à 2 ans pour débauche de mineurs, Ousmane Sonko est en prison depuis juillet pour moult chefs d'accusation. Un casier judiciaire qui rend son avenir électoral incertain. Le Conseil constitutionnel doit annoncer la liste des candidats retenus à la présidentielle le 20 janvier. Des appels à l'annulation des élections générales en République démocratique du Congo. Réunis en conférence de presse à Kinshasa, des représentants d'une douzaine d'organisations de la société civile et d'autres candidats à la présidentielle ont exigé mardi l'annulation des élections. Ils évoquent de graves irrégularités constatées lors du scrutin des 20 et 21 décembre dernier. Est-ce que vous allez vous joindre à cette manifestation? La Commission électorale nationale indépendante a rajouté au moins 5 jours de vote supplémentaires en violation intentionnelle de l'article 52 de la loi électorale dans l'objectif de favoriser une fraude généralisée en profitant de la nuit pour bourrer les urnes en faveur d'un candidat à l'élection présidentielle. Les camps des opposants Martin Fayoulou, candidat malheureux à l'élection de 2018, et Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, s'étaient déjà prononcés. Ils sont désormais rejoints par l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Nous rejetons ces résultats parce que, issus d'un processus de fraude tellement organisé que c'est un mépris pour l'expression du peuple souverain. Raison pour laquelle, en cohérence avec ce que nous avons émis comme position, nous nous joignons à l'initiative de ces jours.
Des résultats partiels diffusés par la commission électorale placent le président sortant Félix Tshisekedi en tête avec plus de 77% des 4,4 millions de voix comptabilisées. La République démocratique du Congo sous le choc après la mort de Laurent Delvaux, un informaticien belge envoyé par l'Union européenne dans le cadre de la supervision du processus électoral congolais. L'expert belge était présent à Kinshasa en soutien à la mission européenne d'observation des élections congolaises. Il se serait suicidé dans la nuit de vendredi à samedi en se jetant du 12e étage d'un hôtel de la capitale, selon des sources diplomatiques. Même si selon les diplomates belges et les autorités sur place, le suicide ne fait pas de doute, une enquête a tout de même été ouverte à Kinshasa. L'Union européenne avait déployé à Kinshasa une mission réduite de 8 observateurs pour les élections générales qui se sont tenues les 20 et 21 décembre. Elle avait prévu au départ une mission plus vaste d'une 50aine d'observateurs qui devaient se déployer sur tout le territoire, mais a renoncé après que les autorités congolaises, selon plusieurs sources, aient refusé qu'elle utilise ces équipements satellitaires. Dans ces cercueils exposés sur le parvis de la cathédrale de Butomba se trouvent des corps des victimes de l'attaque perpétrée le 22 décembre dans la localité de Vugizo, à 20 km de Bujumbura au Burundi. Attaque revendiquée par le groupe armé Red Tabara. L'inhumation des victimes, 19 selon le bilan officiel, a eu lieu ce mardi sur fond de larmes et pleurs. La réponse à tout conflit n'est pas de verser le sang ou de prendre les âmes, mais plutôt de privilégier la voie du dialogue. La solution au problème n'est pas de tuer. Au contraire, les tueurs sont frappés par la malédiction. Les rebelles de Red Tabara disent combattre pour l'instauration d'un état de droit au Burundi et posent comme préalable à l'offre de dialogue du gouvernement l'organisation des élections démocratiques. Jacob Mabil vit avec sa famille dans la banlieue de Fort Worth, dans l'État du Texas, aux États-Unis. Mabil a quitté son village dans l'actuel Soudan du Sud alors qu'il n'avait que 8 ans en raison des exactions commises par les soldats. Il faisait partie des Lost Boys, ces enfants qui ont vécu des années en solitaire et ont parcouru des centaines de kilomètres pour se mettre en sécurité. À 44 ans, il garde encore en mémoire l'arrivée des assaillants dans son village. Ils sont venus et ont attaqué le village. C'est là que j'ai quitté ma mère. Je courais pour sauver ma vie. Le village a été incendié. La rue était jonchée de corps sans vie. Mais ça, c'est du passé. Mabil et son épouse, une ancienne réfugiée sud-soudanaise, sont diplômés de l'université et travaillent dans la finance. Une histoire inspirante pour leur progéniture. Il y a aussi un livre sur eux. C'est plutôt cool parce que normalement, certaines familles sont plutôt normales et n'ont pas d'histoire sur leur vie. Mes parents, eux, ont une histoire intéressante. Ils ont dû venir en Amérique à cause de la guerre qui se déroulait en Afrique. Alors que sa mère est déjà aux États-Unis, faire venir ses deux nièces qui auront bientôt 18 et 19 ans et qui résident actuellement au Kenya, c'est la préoccupation de Mabil. Il peut compter sur le programme Welcome Corps lancé en début d'année par les États-Unis. Ces petites filles, je veux qu'elles aient la même chance que moi. Elles souffrent beaucoup, mais je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elles puissent venir. Le programme Welcome Corps permet à des Américains ordinaires de former leur propre groupe pour parrainer des réfugiés à titre privé. L'initiative doit permettre aux États-Unis d'accueillir 125 000 réfugiés au cours de cette année fiscale.